Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2 morts et un blessé, c'est le bilan de l'affaissement d'un balcon à Niaritali. Il s'agit de 2 sœurs, Seibatou et Fifi Diallo. Dans ce quartier, c'est la tristesse et la désolation très remontée contre les autorités. Ces populations ne veulent plus de ces bâtiments en état de délabrement très avancé. C'est un reportage signé sur place à Damagay et Fatima Ba. La famille Diallo s'est réveillée dans la douleur. Elle a perdu 2 de ses enfants, Seibatou et Fili Diallo. Le balcon de cet immeuble s'est effondré sur elle. Ma femme et sa grande sœur. C'est à Niaritali, à la rue 11 Diable. Ouais. Ils étaient de passage? Ils étaient de passage parce qu'ils étaient en train de déambuler avec le gosse. D'un seul coup, le bâtiment a effondré sur eux. C'est difficile, mais on est des croyants, bon, on est appelé à faire avec quoi. Âgé à peu près de 26 ans à 25 ans. L'autre c'est un petit garçon âgé de 5 ans. Et les 2 filles sont mortes. Je ne sais pas comment parler quoi, parce que non. Le fils d'une des victimes, âgé de 5 ans, s'en est sorti avec des blessures à la tête. L'enfant il va mieux, actuellement il est à Albert-Royer. On est en train de le consulter. Mais sa maman est décédée sous le coup et la sœur vers 2 h du matin. Même si les autorités municipales sont venues apporter leur soutien à la famille éplorée, les riverains restent très remontés. Ils ne veulent plus des bâtiments menaçant ruine dans leur quartier. Les bâtiments sont très mauvais. Des bâtiments âgés de 80 ans à 60 ans, ça c'est pas normal. Hein? L'État doit prendre ses charges. L'État doit faire tomber ces bâtiments. C'est ça le problème. On est tous fatigués. Chaque jour, on attend seulement des bâtiments qui sont tombés. Pourquoi? La famille Diallo n'a pas encore récupéré les corps des victimes actuellement à l'hôpital principal de Dakar pour les besoins d'une autopsie. Fatima Ba, merci. Je vous le disais en sommaire, suite à l'affaire du Sénégalais Alphonse Ndour, égorgé à Tanger, 8 subsahariens, dont 5 Sénégalais, ont été condamnés à 1 mois de prison ferme pour s'être opposés au transfert du corps de la victime à l'hôpital. 40 autres, dont 10 Sénégalais, condamnés à 1 mois de prison avec sursis. Ils risquent le rapatriement immédiat au Sénégal. Les autorités diplomatiques sénégalaises sont en train de mener des médiations. Procès Karim Wade à présent. Les avocats de la défense récusent le président de la Cour spéciale Henri Grégoire Diop. Selon eux, il a montré toute sa partialité. La partie civile parle d'initiative vouée à l'échec parce que fondée sur aucune base juridique. Compte rendu signé Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. La bataille de procédure dépassée une autre et engagée. La défense dépose une requête aux fins de récusation du président de la Cour. Pour un procès équitable, selon elle, la Cour est partiale. Nous ne sommes pas dans un procès équitable et que le juge a fait preuve de partialité. Pour plusieurs fois, instinctivement, il a fait connaître son opinion sur la procédure. Nous sommes dans un cinéma. Il faut qu'on arrête le cirque. Au moins 4 fois, le président a donné, son opinion sur la suite de la procédure. Des accusations rejetées par la partie civile qui parle de mauvaise interprétation du droit. Elle martèle que c'est une entreprise qui ne va pas prospérer. Ce n'est pas devant ce président-là qu'on la dépose. Ils n'ont qu'à aller apprendre leurs leçons de droit. C'est devant ce président-là qui va ordonner la suspension ou le sursis, comme ils l'ont demandé, en disant non, vous devez surseoir. Maintenant, à poser des questions parce qu'il y a une procédure de récusation. C'est faux. Ça, c'est pas le droit sénégalais. C'est peut-être le droit thaïlandais. Ils n'ont qu'à nous dire de quel droit il s'agit. Le droit brésilien, peut-être. Ah non, je ne suis pas d'accord. L'audience a été par moments entachée d'échanges désobligeants entre les avocats de la défense et la Cour. Lors de l'interrogatoire de Karim Wade, qui n'a apporté aucune réponse aux questions posées. Le prévenu exige la comparution de Bibo Bourgi, une condition sine qua non. Ce mercredi, c'est au tour de Pape Mamadou Pouy, le présumé complice, de faire face au juge. Adi Atala, toujours concernant ce procès Karim Wade, la défense dénonce la proximité entre la partie civile et la Cour qui ne milite pas pour un procès équitable et juste. Selon la partie civile, c'est un faux débat et qu'il n'y a aucune connivence entre les 2 parties. Maître Cyril Ledorli et Maître Elhadji Diouf, toujours au micro d'Adi Atala. Les avocats de l'État, le procureur spécial et les juges, ils partent ensemble. Et là où ils vont, en fait,
c'est là qu'il y a la salle de délibération. Et tout le monde a constaté aujourd'hui que quand Maître Sall a voulu les suivre pour savoir qu'est-ce qui se passe, les forces de sécurité lui ont formellement interdit l'accès. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble? Moi, je me pose seulement la question. C'est une question qui est posée ici. On pense que les juges n'ont pas à s'acoquiner avec les avocats de quelque côté qu'ils soient. C'est un mensonge grotesque. Moi, je ne connais même pas la salle de délibération. La salle où se trouvent les magistrats, quand ils prennent quelques minutes de suspension, je ne la connais pas. Je le jure sur le Coran. J'ai jamais mis les pieds dans cette salle. Avant et pendant ce procès, je ne connais pas cette salle. Même bien avant, des années avant. Du moment où je vous parle. Donc c'est un mensonge, comme cette stratégie de mensonge et de manipulation de l'opinion. Par rapport à la maladie de Bourgi, un autre mensonge. Et une insulte faite aux médecins sénégalais. Vous avez vu, c'est tellement ridicule. On a voulu manipuler l'opinion en disant que oui, Bourgi s'est présenté sur une civière. C'est faux, il marchait. Nous parlons de toute autre chose. Après la fermeture des frontières avec des pays touchés par l'épidémie du virus Ebola, des Guinéens ont été interpellés à l'aéroport de Dakar. Ils sont arrivés à l'aéroport en prenant départ dans des pays qui ne sont pas concernés par la fermeture des frontières. Face à cette nouvelle menace, le directeur des aéroports du Sénégal a organisé une rencontre avec des chefs d'escale des représentations aériennes. C'est un récit signé L'aéroport international de Dakar dans les dispositions de riposte face au virus Ebola. Ici, des passagers du vol Air Ivoire soumis au contrôle du thermoflash. Le thermoflash, un appareil qui indique la température du visiteur. Dans ce renforcement du dispositif, un accent particulier sur toute personne qui serait partie d'un autre pays autre que le sien. En effet, des Guinéens ont été interpellés à l'aéroport de Dakar le samedi. Ils ont pris des voies de contournement pour venir à Dakar en prenant départ dans des pays qui ne sont pas concernés par la fermeture des frontières. Une menace de plus qui a poussé le directeur général des aéroports du Sénégal à organiser une rencontre avec les chefs d'escale des différentes représentations des compagnies aériennes. Agents du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, préventionnistes du ministère de la Santé, tous veillent au grain des mesures de prévention contre l'épidémie du virus Ebola déjà mises en œuvre à l'aéroport international de Dakar. Elles sont élargies dans d'autres aérodromes tels que Ziguinchor, Cap Skirring et Tambacounda. Aminata Mbaresso, la proposition d'Aliou Sow au gouvernement, le leader du mouvement des Patriotes pour le développement, Liguey, propose à travers l'Assemblée nationale de faire voter une loi qui réprime toute transmission délibérée d'un virus ou d'une maladie par une tierce personne. Aliou Sow, que je vous propose d'écouter au micro de Kodengay et Gafaraba. Je marque ma désolation, comme tous mes compatriotes, par rapport à cette présence par l'intrusion d'un para-africain au Sénégal de ce virus qui cause la maladie Ebola et qui nous inscrit sur la liste des pays concernés par cette maladie, avec tout ce que cela comporte comme risque. Je propose formellement au gouvernement et aux parlementaires de prendre les dispositions nécessaires à l'effet de faire adopter une loi qui réprime sévèrement toutes les attitudes de contagion consciente et volontaire et tous les comportements favorisant la propagation de la maladie ou de maladies similaires. D'autant plus que de telles maladies si contagieuses, quelqu'un qui est conscient d'emporter les causes et qui vit avec doit éviter toute attitude égoïste tendant à exposer un pays à des conséquences aussi fâcheuses que celles que ce virus peut créer. Et puis le service d'hygiène, malgré de maigres moyens, s'active dans la sensibilisation. Dans les pharmacies, les gels antiseptiques se vendent en abondance. Les populations ont adopté de nouvelles habitudes pour barrer la route à Ebola. C'est un reportage signé à Bintouloum et Youssou Baro. Le respect des règles d'hygiène s'impose pour toute personne, aussi bien en cas d'épidémie que dans la vie de tous les jours. Le service d'hygiène, malgré leurs faibles moyens, continue de sensibiliser la population. Malheureusement, c'est une situation que l'on constate à chaque fois qu'il y a une épidémie, que ce soit Ebola, que ce soit le choléra, que ce soit autre chose. Dans d'autres situations, vous verrez que
les gens n'accordent pas tellement d'importance à ces règles d'hygiène. Aujourd'hui, vous voyez Dakar comment c'est. Toute la région de Dakar, nous ne faisons pas 120 éléments. Vous voyez ce que ça fait. Il y a ces difficultés. L'autre chose également, c'est en dehors en fait du manque d'effectifs, il y a aussi le manque de logistique. L'objectif qu'on s'est fixé pour chaque département, ou pour chaque district, on peut dire, pour chaque district, c'est de visiter d'ici la fin septembre 3000 concessions. Les Sénégalais, pour parer au virus Ebola, ont adopté de nouvelles habitudes. Pour certains, l'hygiène se vit au quotidien. On doit le considérer comme quelque chose qui est obligatoire parce que le fait de laver les mains, ça fait partie des mesures d'hygiène. Parce qu'on doit laver les mains avant de saluer qui que ce soit. Dans les pharmacies à Dakar, les produits antiseptiques sont en pénurie. Prévention oblige. La rotation elle est plutôt bonne comparée à avant. Parce que maintenant, les gens ont tendance vraiment à utiliser les gels antiseptiques et à respecter les mesures d'hygiène. L'hygiène, le meilleur moyen de prévenir les maladies épidémiques. Chaque citoyen sénégalais se doit de respecter les mesures d'hygiène recommandées. Pas de grève les 3 et 4 septembre, comme l'avaient préconisé les transporteurs. Ils ont rencontré le directeur des transports routiers. Les 5 points de revendication ont été acceptés par le ministre. Mais pour les camarades de Gorokhoma, pas question donc de dormir sur leur laurier. Ils donnent un ultimatum de 30 jours au gouvernement si les accords ne sont pas respectés. C'est un sujet signé Salimata Osek. Un parking pour les gros porteurs, la réfection de la route Fatick-Kaolack, la limitation à 3 des contrôleurs sur le tronçon Dakar-Bamako, entre autres. Ce sont là les points de revendication des transporteurs. Le directeur des transports routiers rassure. En réponse aux doléances du syndicat des travailleurs des transports routiers du Sénégal, CNTS-FC, l'État du Sénégal a pris les engagements suivants. Le premier point, qui concerne la mise à disposition d'un parking de gros porteurs pour les camions de fret nationaux, un terrain a été identifié à ce propos et des démarches sont en train d'être menées pour le mettre à la disposition du syndicat de manière temporaire et révocable en attendant l'aménagement d'un site définitif. En ce qui concerne l'axe Kidira-Dakar, le contrôle sera maintenu pour mieux lutter contre toute forme de trafic. Un accord salué par les transporteurs qui, toutefois, donne un ultimatum d'1 mois au gouvernement. Nous, on ne peut pas payer l'État 2 fois. L'État ne peut pas installer des machines, on paye les dépassements de poids. En dehors de la machine aussi, la police ou la gendarmerie aussi nous tape pour demander de payer des amendes forfaitaires de 6 000 francs. Or qu'on a déjà payé, il n'y a pas 2 États, il n'y a qu'un seul État. On paye l'amende forfaitaire ou on paye le pièce acier. On va lever le mot d'ordre à partir d'aujourd'hui. Il n'y aura plus de grève du 3 et du 4, mais on donne rendez-vous d'ici 30 jours. Si rien n'est fait plus tôt, on maintiendra cette date pour aller en grève et personne ne pourra nous retenir. Les transporteurs avaient décidé d'aller en grève les 3 et 4 septembre pour dénoncer leurs mauvaises conditions, mais aussi un meilleur traitement vis-à-vis de leurs camarades maliens. Salimata Osek, économie à présent, le plan Sénégal émergent suit son cours normal. Des activités ont démarré et d'autres seront entamées en 2015. Ces propos sont du ministre en charge du suivi du PCE. C'était lors des journées sénégalaises de gestion axées sur les résultats du développement. Abdoul Azistal, que je vous propose d'écouter au micro de Ndaïmbo Sessi et Mohamed Dian. Le plan Sénégal émergent sera exécuté au niveau des départements ministériels. Pour l'instant, il y a des projets qui ont démarré. D'autres vont démarrer à la fin de cette année. Et il y en a également qui vont démarrer au mois de l'année prochaine, en 2015. Et nous venons d'une mission de la République de Chine où nous avons signé avec le ministre Ali Ngouille Ndiaye un certain nombre de MOU, Memorandum of Understanding, qui sont des déclarations d'intérêt de la part d'hommes d'affaires chinois qui vont venir investir au Sénégal.
Près de 17 milliards de francs CFA injectés par le gouvernement du Sénégal pour la réhabilitation du building administratif. L'appel d'offres et l'évacuation des travaux sont déjà effectués. Là-dessus, je propose de suivre les explications d'Amadouba, le ministre de l'économie et des finances, au micro de Maïmouna Ndiaye. Nous avons beaucoup d'édifices aujourd'hui qui posent des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, c'est le building administratif, c'est le ministère de l'économie et des finances. Il y a quelques années, c'était la direction générale des impôts et des domaines. Mais aussi, c'est d'autres édifices qui sont là et qu'il faut aujourd'hui réhabiliter, d'abord pour des raisons de sécurité. Il ne sert à rien d'attendre que le building s'écroule ou que le building prenne feu pour le réhabiliter ou être là à pleurer nos morts et nos blessés. Je pense qu'il y a un diagnostic qui a été fait par les services compétents de l'État pour la nécessité de réhabiliter le building. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait, une évaluation a été faite des travaux. Le coût de la réhabilitation, y compris les fondations, ne devrait pas dépasser 17 milliards. C'est un bâtiment quand même de 9 étages avec 2 sous-sols. Et je pense que réhabilitation, ce n'est pas uniquement faire de la peinture, c'est revoir aussi les structures du bâtiment. Concernant toujours cette réhabilitation du building administratif, les Sénégalais interrogés saluent cette mesure. Ils soutiennent que ce bâtiment a fait son temps et qu'il est grand temps qu'il soit réfectionné. Un reportage signé à Lamine Djidjou et Alioune Diagne. Le building administratif se fait neuf. Construit vers la fin des années 50, il cède peu à peu sous le poids des années. Une occasion saisie par l'État pour lui faire un lifting. Chose que partagent ces Sénégalais. Moi, je me réjouis de cette initiative, cette grosse entreprise de réfection, de rénovation du building administratif. C'est un bâtiment qui est très ancien. Il a répondu à un certain nombre de normes à un moment donné. Aujourd'hui, ce bâtiment ne répond plus aux normes. Aussi. On a tous nos dossiers ici, donc si on y voit des travaux de réfection, on ne peut que s'en réjouir. C'est à encourager parce que le bâtiment se faisait vieux. Moi, je travaille ici et je pense qu'on doit revoir beaucoup de choses. Comme pour donner du crédit à ce qu'ils avancent, ils nous racontent quelques anecdotes témoignant de la vétusté de l'immeuble. On a vu parfois des situations un peu difficiles dans ce bâtiment-là, avec des infiltrations d'eau, des petites souris qui traînent à droite et à gauche. Donc c'est utile aujourd'hui que ce bâtiment soit réfectionné. Des fois, l'ascenseur tombe en panne. Aussi, il y a de l'eau qui sortait des murs des toilettes, sans compter les problèmes d'électricité. L'ascenseur, l'électricité, tout tombait en panne. Donc avec ces travaux, peut-être tout ira bien et c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Parce que c'est le Sénégal quand même. Conscient du danger qui guette ce building administratif, l'État du Sénégal a pris les devants en procédant à une réhabilitation complète pour un coût total de 17 milliards de nos francs. Une robe toute faite avec le journal L'Observateur, une idée originale d'Alioune Sen, un jeune styliste de la Médina. C'est justement à l'honneur des 12 ans de GFM que le jeune créateur de mode dévoile son ouvrage La robe L'Observateur devant le public. Nafissatou Silla et Mardien ont dû apprécier. C'est en 2012 que Alioune Sen a commencé à réfléchir sur la conception de cette robe, un modèle uniquement fait à partir de papier journal et pas n'importe lequel, les unes du quotidien L'Observateur. Chaque matin, je lis L'Observateur. J'achète tous les jours le journal Observateur que je collectionne. Un jour, j'ai pensé qu'avant de les offrir aux vendeuses de cacahuètes, je pourrais créer quelque chose avec. Aujourd'hui, on peut tout recycler. Du coup, j'ai décidé de créer cette robe avec les unes de l'Observateur. Ce modèle est unique et le restera. Les Occidentaux créent des modèles avec du chocolat, pourquoi pas avec du papier. Le prototype n'a pas été facile à concevoir. Il a nécessité du temps, de l'énergie et bien sûr du papier journal. Parce que le travail n'a pas été bâclé, je l'ai conçu pendant 2 ans après pure réflexion. Je l'ai confectionné en 3 jours. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, mais le groupe Futur Média en vaut la peine.
Chomo. Ce natif de la Médina, âgé aujourd'hui de 30 ans, s'est lancé dans la couture depuis 2001. Alioune Sène est bien heureux de confectionner des vêtements pour des artistes musiciens bien connus. Il entend se lancer sur la scène internationale. Nafissatou Silla, merci. À présent, le dossier économie du mardi qui porte sur le commerce de l'oignon. Le prétexte, la réouverture de l'importation après 8 mois, le temps que l'État a accordé aux producteurs locaux d'écouler leur production. Une mesure salutaire selon ces producteurs qui veulent relever le défi de la qualité. C'est un dossier signé à Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Cette année, le Sénégal, au lieu de 6 mois, a prolongé de 8 mois le gel des importations d'oignons pour favoriser l'écoulement de la production locale. Le Sénégal a décidé depuis 2003 de pratiquer une période de gel des importations qui est partie d'abord sur 2 mois, puis sur 6, et cette année on a fait 8 mois. Au grand bonheur des producteurs qui saluent cette mesure prise par l'État. C'est une bonne mesure. Nous avons écoulé toute notre production. Il nous en reste un peu. Il ne nous reste presque plus d'oignons. Cette année, la commercialisation s'est vraiment bien passée. D'ailleurs, ce sont ces mêmes producteurs qui, après avoir écoulé leur production très tôt cette année, ont proposé à l'État d'ouvrir la période de l'importation. Parce que nous avions promis au gouvernement d'assurer les 6 mois de vente et nous l'avons fait. C'est nous qui avions dit à l'État de permettre l'importation. Quant à la cherté de l'oignon sur le marché ces derniers moments, les producteurs rassurent, même si le directeur de l'ARM explique que c'est la faute aux nombreux intermédiaires qui évoluent dans ce secteur. C'est seulement à la fin de la saison que l'oignon est devenu cher, mais il nous est arrivé de vendre le kilogramme à 125 voire 175 francs. C'est vrai, il y a un problème qu'on doit régler, c'est le problème des circuits de distribution. Entre le producteur et le consommateur, il y a plusieurs intermédiaires qui interviennent. Et... Quant à la qualité de l'oignon, les producteurs font leur mea culpa et demandent l'aide de l'État. On ne maîtrisait pas bien la production d'oignons, c'est vrai, mais cela s'améliore petit à petit. Mais nous réclamons vraiment l'aide de l'État. Il faut rappeler que le Sénégal reste un grand consommateur d'oignons importés. Le pays importerait au moins 175 000 tonnes par an. Les footballs pour démarrer, 19 joueurs présents à la séance de ce mardi à Sali. Parmi les derniers arrivés, Moussa Sow, les frères Sané, Damdoy ou encore Stéphane Badji, mais également le local Sangoné Sarr de l'AS Pikine. Le groupe n'étant pas complet, difficile pour l'entraîneur de faire un travail tactique. Compte rendu signé nos envoyés spéciaux sur place, Mamfatundoy et Morharma. Il manque encore 4 lions à l'appel de la sélection. En ce deuxième jour de regroupement, 19 joueurs ont foulé le gazon naturel de l'Institut Diambar pour la seule séance ouverte à la presse en ce mardi. Les derniers arrivés à l'image de Moussa Sow, les frères Sané ou encore Pape Kouli Diop se sont contentés d'un décrassage. Les autres ont travaillé des combinaisons centre plus reprise. On a fait un petit peu de ballon, un petit peu d'enchaînement et puis on a fini sur le but. Comme on a une séance cet après-midi, c'était pas très long. Et puis là, on va récupérer pour... je pense que cet après-midi, ça c'est une séance un petit peu plus poussée. C'est un travail de relation de jeu avec une finition, c'est toujours plus intéressant. Quand il y a un but à marquer, c'est attractif pour le joueur. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place également. En attendant que le travail tactique commence, les journalistes s'intéressent à une arrivée surprise. Sangoné Sarr de l'AS Pikine, appelé après le forfait de Dembaba, le seul joueur local du groupe savoure sa présence au sein de la tanière. Quelque chose qui pourra me servir beaucoup de choses dans ma carrière, quoi. Et ça s'est bien passé, d'autant que j'ai trouvé ici de bonnes personnes qui m'ont bien accueilli. Il n'y a aucun problème, quoi. L'équipe nationale du Sénégal a fait une 3e séance d'entraînement dans l'après-midi à huis clos.
Inutile de dire que le temps sera compté pour Alain Giresse avec des joueurs qui arrivent par vagues. Le véritable travail de mise en place tactique ne commencera que ce mercredi au stade Léopold Sédar Senghor. Fatundoy, en plus du gardien de but Bouna Koundoul qui a joué avec son club ce lundi, 3 joueurs de champ rejoignent le groupe dès ce soir. Il s'agit de Mohamed Diamé, de Moussa Konaté et de Sadio Mané. Ces joueurs ont été concernés par la fermeture du mercato d'été. Ces joueurs donc qui ont changé de club. Un mercato quand même qui a un peu bouleversé les plans d'Alain Giresse que je vous propose d'écouter. Surtout le fait qu'ils étaient en transaction sur leur changement de club et c'était un moment important puisque professionnellement c'était les joueurs qui allaient changer un nouveau contrat et c'était compliqué. Je regrette que la réglementation n'ait pas arrêté au 31 août la fin des transferts et que c'est décalé d'un jour, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, hier on a vu l'accélération partout dans le monde entier et qui fait que les joueurs à la visite médicale, contrat, déplacement au club, voilà. Donc on les aura qu'aujourd'hui. Oui, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de temps, mais comment on peut faire? On ne peut pas faire autrement. Le groupe se connaît, le groupe réagit bien, donc à partir de ce moment-là, on essaye effectivement de rattraper le temps perdu. Au nouveau dans la tanière, il s'agit de Pape Demba Camara, le gardien de but de Sochaux savoure sa première sélection en équipe nationale du Sénégal. Pour lui, il est encore en apprentissage, mais son objectif c'est de se battre pour gagner à sa place. Je vous propose de l'écouter. Quand le coach m'a appelé, j'avais de l'émotion. C'est une grande fierté de rejoindre la sélection A. Après, quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé de rejoindre la sélection A. Après, pour moi, c'est une opportunité de montrer mes qualités. Comme le coach l'a dit, après, il a dit les places, elles appartiennent à personne. Après, il met tous les autres qui ont mérite de jouer. Après, voilà, tous les autres qui a confiance à les faire jouer. Après, nous, on est là, on attend, on fait le job. Après, si un jour on aura la chance de jouer, après, on va saisir notre sens. L'Égypte, c'est un gros morceau. Après, ça ne va pas être un match facile. Après, ça va pas être un match facile. Après, mentalement et psychologiquement, c'est à nous de faire le job, c'est à nous de jouer parce qu'on joue chez nous. Après, il faut qu'ils sentent la pression. Il faut qu'on les mette la pression. On va les chercher pour avoir les 3 points. Ils sont sans aucun doute la sensation de cette Coupe du Monde de basketball. Les Lions du Sénégal, après leurs 2 victoires face au Porto Rico et la Croatie, un gros morceau au menu des Lions demain. Donc, il s'agit de l'Argentine, l'une des meilleures équipes au monde de basket. Cependant, dans la tanière, la confiance est de mise, comme nous le compte ici notre envoyé spécial à Séville, Boubacar Kambeldian. Après les victoires surprises du reste face à Porto Rico et à la Croatie, battre l'Argentine est bien possible. Il suffit juste d'y croire et éviter d'être euphorique. Pour moi, c'est la meilleure équipe jusqu'à présent, bien que les Croates les ont battus. Donc il faudra s'attendre à un match encore beaucoup plus difficile. Maintenant, nous on a démontré qu'on peut toujours compétir avec tout le monde et on doit venir avec cette même mentalité. Voilà, se battre et penser à gagner le match et savoir que voilà, si on fait tout bien, on a toujours des possibilités de gagner. De toutes les façons, le Sénégal devra s'attendre à un match pas facile, mais alors pas du tout face aux Argentins. 3e meilleure sélection au monde de basketball chez les garçons. Tant qu'on garde le pied sur terre, tout est possible. L'Argentine, c'est une équipe très expérimentée, avec des joueurs qui ont bourlingué partout dans le monde, plein de joueurs avec beaucoup d'expérience européenne, Euroleague et NBA. Alors ça va pas être un match facile. On vient avec notre engagement, un esprit de guerrier et puis sans complexe. Les Lions et leurs adversaires de ce mercredi ont les mêmes résultats, 2 victoires et une défaite après 3 sorties. Sur le papier, l'Argentine part avec la faveur des pronostics, mais sur le plan moral, le Sénégal est beaucoup mieux loti. Et pour cause, l'Argentine a été battue par la Croatie, qui elle, a été surprise par les Sénégalais. Merci Boubacar Kambeldian, c'était le dernier élément de ce journal. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h. Mais n'oubliez pas, tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Mam Fatundoy et Mor Harma pour les news des Lions à Sali. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.